Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Silva, ancien directeur de France Montagne, mais pas que. On peut dire que Jean-Marc a eu 9 vies, peut-être plus. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'en détailler quelques-unes ensemble lors de cet épisode. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Armelle, bonjour Ariane, Jean-Marc. bonjour à tous. Jean-Marc, pour démarrer donc cette interview, est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, de ton enfance ? Avec plaisir. Il y a effectivement un début à tout. Et moi, mon début, ça a été Grenoble. J'habitais à Grenoble. Et vous savez, Grenoble, c'est une ville incroyable, entourée de ces 4 massifs. Et du coup, il y a une attractivité naturelle vers la montagne quand vous êtes à Grenoble. Et j'ai grandi dans cet environnement. Et plus ça allait, plus j'ai eu cette attractivité. J'ai vu cette attractivité grandir. Au fond, moi, mais c'était inné. Enfin, j'arrivais pas à l'expliquer. Moi, mes parents sont de milieu simple. Hein. Mon père était ouvrier spécialisé, ma mère secrétaire. Ils ne pratiquaient pas la montagne. Et pour autant, il y avait une voix qui parlait en moi, qui m'appelait. Donc j'ai fait mes études à Grenoble et puis j'ai pas pu faire de ski alpin parce que c'était trop cher pour les conditions de mes parents. Donc je me suis orienté vers le ski de fond et c'est là que j'ai découvert la montagne à travers le ski de fond et j'étais jusqu'à être initiateur de ski de fond où j'entraînais les gens sur Champs-Rousse. Et j'ai découvert la montagne et le ski par le ski de fond. Et après, c'est le ski de fond qui m'a amené découvrir le ski de piste. Et puis la montagne dans sa globalité. Jusqu'au jour où une rencontre à Grenoble m'a fait prendre mon destin en main. C'est le jour où j'ai rencontré Gaston Rebufat. Dans une séance, il présentait des films... j'ai oublié le nom, il y avait des films et débats. Et après le film, je devais avoir 18 ans, quoi. J'ai voulu aller discuter avec lui. Et quand j'ai mis ma main dans sa pogne et que je lui ai dit que j'aimais la montagne, j'étais attiré par la montagne, il m'a dit mais vas-y. Qu'est-ce qui te retient, quoi? Voilà. Et le soir, je suis parti en moto au-dessus de Grenoble et j'ai regardé la ville la nuit. Et je voyais toutes les lumières en bas. J'ai vu les montagnes en haut, des différents massifs. J'ai vu les étoiles. Et c'est là que j'ai pris la décision que ma vie, elle serait pas en bas, mais elle serait en haut. Voilà. Je n'ai eu de cesse après de faire que ma carrière se tourne vers la montagne. Alors j'ai été soutien de famille, donc j'ai pas pu faire d'études supérieures. Je les ai faites en cours du soir. Donc j'ai eu des années un peu bien remplies qui m'ont pas permis de faire ce que je voulais tout de suite. Mais voilà, j'étais déterminé. Même si quand il faisait beau à Grenoble, on voyait briller la neige à Champs-Rousse et que j'avais envie de tout plaquer pour aller faire perchman. Et puis je me disais non, c'est trop tôt. Je vais quand même finir mes études et puis j'y arriverai autrement, mais je monterai là-haut. Voilà, c'était un peu ça l'idée de départ.
Et comment t'as fait pour commencer cette carrière professionnelle? Eh ben j'ai commencé. Comme j'étais soutien de famille, il a fallu que j'aille travailler au plus tôt. Donc dès que j'ai eu mon bac, je suis allé travailler et à 19 ans, je suis rentré chez Pomagalski. Voilà. Et là, j'ai rencontré ma première entreprise inspirante, entreprise performante. On travaillait 45 heures par jour et ils font confiance à un jeune de 19 ans. Il me donne une voiture, il me donne le fichier des sous-traitants et me disent allez, Jean-Marc, tu les appelles tous, tu vérifies que tout sera prêt pour Noël, pour les livraisons, les téléskis, les télésièges. Et là, je découvre le monde du travail, quoi. Et dans un univers mais dingue. D'une énergie que pouvait être Poma, déjà leader mondial des remontées mécaniques à l'époque, et ça m'a donné envie de m'investir. Voilà. Et après, malheureusement, j'ai pas pu rester chez Poma, mais je suis allé chez Nerpic. Et là, j'ai fait des années de bureau d'études. Et malheureusement, là, j'étais dessinateur industriel, mais ça m'a permis de passer mon BTS en cours du soir. Et ensuite, je me suis dit, c'est peut-être pas suffisant. Donc j'ai continué, j'ai fait une première année d'école d'ingénieur, j'ai commencé, toujours en cours du soir. Et puis après c'était trop dur, quoi. Je dis, j'étais papa, on était mariés, je dis bon, je me débrouillerai autrement. Et je n'ai eu de cesse de faire de la formation interne pour un jour quitter le bureau d'études, m'orienter vers du commercial, parce que j'avais compris que seul le commercial permettrait de m'orienter vers ma passion, qui était la montagne, jusqu'au jour où je trouve, après 4 ans de travail au service commercial de Nerpic, j'ai vu que la station des Sept-Lots cherchait un directeur commercial des remontées mécaniques, et non pas issu du tourisme, qui n'était pas crédible à l'époque, mais issu de l'industrie. Et je dis, c'est peut-être ça ma chance. Voilà. Et voilà. Et ça, l'histoire a commencé là en 89, où je suis arrivé au Sept-Lots comme directeur commercial. Et alors, Et après? Et oui, parce que après au Sept-Lots, il s'est passé des choses. Eh ben beaucoup, mais ça a été vraiment le marchepied. J'y croyais pas. Je dis ça y est, je sais pas, la vie me donne enfin un signal, enfin ma chance. Et le directeur général qui m'avait embauché, 1 an après, s'en va. Et le maire des Sept-Lots, Jean Piccioni, me propose, alors que j'ai 29 ans, de prendre la direction générale des remontées mécaniques au Sept-Lots avec 170 personnes. T'étais le plus jeune à l'époque, Ouais, dirigeant de remontée mécanique? Je pense. Et mon épouse m'a encouragé à y aller. Moi, je voulais pas. Et puis c'était trop, enfin ça me paraissait insurmontable, quoi. Et puis voilà, j'ai été bien entouré, on m'a invité, on m'a encouragé à y aller, surtout du côté familial. Et j'ai pris la direction générale des remontées mécaniques des Sept-Lots, et ça a été une sacrée expérience. Voilà, parce que en plus c'est tombé dans les années sans neige, 89, 90, 91. Sept-Lots, c'est à 1400 mètres d'altitude, Prapoutel. Donc voilà, on s'est bien battu, mais ça a été une sacrée expérience, d'autant plus que ma belle famille, les parents de mon épouse, avaient créé en 68 la station du Col du Coq, en Chartreuse. Des vrais pionniers, 100% privés, avec 3 associés, et j'avais ce modèle devant moi, et je dis non mais je peux pas ne pas y aller. J'étais influencé, et beaucoup de respect pour les gens qui se sont lancés comme ça en 68 à l'époque du plan neige. C'était vraiment l'espérance de l'or blanc, et puis une vocation de créer un site touristique où il n'y en avait pas. C'était parti de zéro. Voilà, et du coup, je me suis lancé dans l'aventure. Et après les Sept-Lots, après 2 ans, je manquais de formation tourisme, parce que moi j'avais fait une formation fabrication mécanique, un BTS fabrication mécanique, de par cette formation en cours du soir, et j'ai pas appris le tourisme. Je dis le meilleur moyen de l'apprendre, ça va être d'y aller. Et je suis parti à Saint-Malo. J'ai trouvé une offre super intéressante où j'étais tour opérateur, agent de voyage, directeur commercial de compagnie maritime et réceptif Bretagne. Et là, pendant 2 ans, j'ai appris tout ce qu'il fallait savoir, surtout mieux qu'à l'école. Parce que en plus, j'avais les responsabilités, et ça, c'était vraiment intéressant. À part une chose, c'est le ciel gris pendant 5 mois d'hiver.
Et ça, on a beau aimer la mer, on a beau être plongeur, c'est à un moment donné, j'ai craqué et je me suis dit, je rentre au pays, je cherche une annonce, j'achète l'Express et il y avait effectivement une annonce dans l'Express ce jour-là et c'était une station, je ne savais pas laquelle, une station olympique qui cherchait son futur directeur pour créer l'office du tourisme. Je veux dire, ça c'est intéressant. Et en fait, cette station, c'est la station des Arcs Bourg-Saint-Maurice qui, après les Jeux, créé pour la première fois un office du tourisme parce qu'avant, il y avait une société intégrée aux Arcs et il y avait un syndicat d'initiative à Bourg-Saint-Maurice. Et c'est comme ça que je suis arrivé de Saint-Malo. Donc, on m'a pris pour un Breton. Ça, c'était très drôle. J'ai beaucoup aimé ce côté étranger qui arrive à la montagne. Et en fait, Madame Poletti, le maire, le conseil municipal, tous les sociopros m'ont fait confiance et donc j'ai pu créer cet office du tourisme et également la centrale de réservation puisque j'étais agent de voyage, donc j'ai créé cette centrale comme une en SARL sur un modèle privé avec 10% de commission qui à l'époque c'était quelque chose d'inconcevable dans les stations, c'était du 3-4% de commission, mais on m'avait donné carte blanche et moi en tant directeur d'agent de voyage, je savais qu'à moins de 10% c'était pas viable, on m'avait pas donné de budget pour le faire. Et aujourd'hui, la centrale de réservation des Arcs fonctionne sur toujours le même modèle économique. Voilà, et donc ça m'a permis de rester 10 ans sur les Arcs et Bourg-Saint-Maurice. Faut juste qu'on précise un point pour les gens qui seraient pas hyper familiarisés des Arcs Bourg-Saint-Maurice. En fait, c'est la commune de Bourg-Saint-Maurice sur laquelle est installée la station des Arcs et c'est pour ça qu'on parle de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs ou les Arcs Bourg-Saint-Maurice. C'est ça, exactement. Et c'était deux territoires qui ne travaillaient pas ensemble. Hein. Il y avait les Arcs qui faisaient leur vie de leur côté et Bourg-Saint-Maurice en fond de vallée. Et puis, voilà, ça a été un sacré challenge de réunir les deux. 10 années super intéressantes et c'était vraiment les années de création où tout était possible. Moi, j'ai trouvé que avec le collectif, quand les partenaires de la station étaient OK, mais toutes les portes s'ouvraient. Et moi, j'ai toujours été l'homme de la station et non pas l'homme du maire. Le maire, c'est le patron, c'est clair, mais j'ai toujours travaillé pour tous les acteurs de la station et c'est comme ça que j'ai pu rester 10 ans parce que voilà, on défend l'intérêt de la station pour la commune, mais aussi pour tous ces acteurs, les remontées mécaniques, les écoles de ski, les hébergeurs, jusqu'à ce qu'un jour je croise j'entends un accent canadien. Et c'était Robert Jérôme, le président d'Intra-Ouest Europe, qui avait un projet incroyable. C'était de créer la station idéale en Europe. Et ils avaient choisi le site des Arcs pour créer ce futur village. Et là, je dis, je veux être de l'aventure, quoi. C'est une création. À mon âge, de ma génération, c'était fini les pionniers. C'était la génération de nos parents. Et c'était la dernière chance que j'avais de pouvoir être à la création d'une station. Voilà, donc on y est allé. Après 10 ans à l'Office du tourisme, je me suis lancé dans l'aventure comme premier directeur du Resort Club d'Arc 1950 et je pense avoir travaillé comme si j'avais travaillé pendant 7 ans au Canada avec une vision du tourisme où ils ont 10 à 20 ans d'avance sur ce qu'on faisait en Europe. Voilà, c'était de la création totale à la livraison. Et puis après, j'ai entendu que après avoir beaucoup souffert d'un manque de cohésion dans le monde du tourisme et de la montagne, les acteurs voulaient créer un poste unique dans une structure qui s'appellerait France Montagne. Et je lui dis mais c'est ça qu'il faut pour la montagne. Il faut parler d'une seule voix. À l'époque, il y avait 3 structures. Il y avait PAM qui faisait la promotion, les professionnels associés de la montagne. Il y avait les relations presse qui étaient gérées à Paris par l'association des maires, l'AMCHE, et il y avait la promotion internationale avec Ski France International. C'était 3 structures différentes, 3 voies différentes, trop compliqué vis-à-vis de la concurrence. J'ai dit mais si je peux en être, je veux en être. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rejoint France Montagne de la création, voilà, jusqu'à mon départ à la retraite il y a 1 an et demi.
Donc là, on a un certain nombre de vies, hein. Déjà, je ne les ai pas comptées depuis que tu nous parles de toi et de ton parcours, mais je pense qu'on en est à plus de 7, voire plus de 9. Et donc, ça Ouais, puis ça continue. continue, puisque là, j'ai rejoint avec plaisir le groupement de Haute-Tarentaise vanoise. Voilà, où si je peux apporter quelques conseils, voilà, puis passer de 350 stations à 6, voilà, c'est quand même du confort. Mais c'est là où j'habite. C'est 6 stations passionnantes, intéressantes, qui sont championnes du monde l'hiver, mais fragiles sur les autres saisons. Donc, où seul le collectif pourra nous faire avancer. Donc voilà, donc je continue voilà, très modestement à participer au projet de la Haute-Tarentaise vanoise. Ça va être une question très difficile pour toi, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Les pionniers, parce que c'est incroyable, quoi. Je dirais aujourd'hui, quand on a des projets, on trouve des moyens et les moyens permettent de réaliser les projets. Nos pionniers, il fallait tout faire. Il fallait tout faire. Il fallait déjà y croire. On savait pas si ils ne savaient pas si ça marcherait. Et puis il fallait quand même, enfin c'était à la force des bras, quoi. Donc ça, moi ça m'a vraiment marqué. Et puis ce qui m'a aussi marqué, c'est la solidarité dans ce milieu, parce que pour avoir travaillé sur le littoral, notamment à Saint-Malo, il n'y a pas de solidarité entre les acteurs. C'est un peu, enfin il n'y avait pas. Peut-être que ça a évolué. Et ils nous regardaient avec le littoral regardait la montagne avec un œil quand même envieux, en disant vous êtes sacrément organisés. On ne sait pas comment vous faites, mais vous êtes toujours là, vous êtes toujours ensemble, vous êtes toujours présents. Et j'ai vraiment, je l'ai vérifié, c'est-à-dire quand je suis arrivé comme jeune directeur à l'Office du tourisme des Arcs, j'ai été accueilli à bras ouverts par tous mes collègues en disant écoute Jean-Marc, viens me voir à Courchevel, viens me voir à La Plagne, viens me voir à Tignes, à Val d'Isère. On va t'expliquer toutes nos erreurs et on va te dire pour pas que tu les fasses, faut pas perdre de temps et on va te dire ce qu'on a fait de mieux. Voilà. Et ça, moi j'ai trouvé ça incroyable. Alors que au Seclo, à l'époque, les mentalités étaient quand même moindres. Il y avait quand même le club des grands, des grandes stations, et puis les autres. Et quand les grandes stations, vous voyez des petites ou moyennes stations qui commençaient à se bouger, il y avait un peu un regard, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils viennent jouer dans la cour des grands là? C'est à nous ça, c'est pas eux. Donc je trouve que la mentalité a bien évolué et cette solidarité, elle s'est vérifiée, même au sein de France Montagne, quand j'ai vu la solidarité entre les Pyrénéens, les Vosgiens, les Jurassiens, les Alpes du Sud, les Alpes du Nord, mais qui est réelle. Et avec cette solidarité de la montagne, on a pu faire de grandes choses. Donc ça m'a vraiment marqué. Et puis une personne qui m'a marqué, c'est Émile Allais. Voilà. J'ai eu la chance de le rencontrer, d'être là pour ses 100 ans. Et puis voilà, de voir cet homme-là qui a été le pionnier, qui a créé voilà, premier pisteur, premier moniteur, premier champion, et tout ce qu'il a fait. Moi, il m'a beaucoup inspiré. Voilà. Et son discours de 3 mots au bout de 100 ans, en disant vive le ski. Voilà. Je trouve qu'il a résumé beaucoup de choses en 3 mots et merci à lui. Alors, avec un tel parcours, il doit y avoir des centaines, voire des milliers d'anecdotes. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous en partager quelques-unes, au moins une ou deux, les plus croustillantes, si possible, évidemment? Oui, ouais, ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup. Alors, on va en prendre que 2 parce que on va en prendre que 2, mais elles sont marquantes. Je vais prendre une anecdote, c'est quand en faisant la promotion pour les Arcs, dont j'étais très fier, parce que quand on est directeur d'une station, c'est forcément la plus belle. On se trompe à 200%, mais c'est forcément la plus belle. Et donc j'allais démarcher le marché russe. C'était l'ouverture du marché russe, donc dès 96. L'ouverture s'est faite en 89. Donc en 96, j'étais là-bas et j'étais je dis ça va être facile avec la carte de visite des Arcs. Et chaque fois on me disait mais Jean-Marc, c'est bien mais les Arcs c'est trop petit. C'est trop petit, puis la qualité de l'hébergement, ça va pas. Alors ça, c'est dur à entendre. Et je l'entendais aussi auprès des tour opérateurs américains. Ils disaient, mais vous avez un grand domaine skiable, mais à l'inverse de vos appartements, quoi. Ils sont trop petits. Et je voyais que je butais.
je butais jusqu'au jour où on a créé en même temps Arc 1950, 4000 lits, 750 appartements, 40 commerces et Paradis Ski. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, on dit ah mais c'est bien, les portes se sont ouvertes et on a commencé à accueillir les premiers Russes et jusqu'à devenir le site, le 3e site avec la plus grande fréquentation de Russes. Mais ça a été vraiment un travail de longue haleine, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être très fier de sa station, mais quand il y a pas ce qu'il faut au niveau mondial, ça marchait pas. Alors là, on était à l'époque de la mondialisation, hein. Donc ça m'avait quand même bien marqué. Et puis une autre anecdote que j'ai envie de transmettre, c'est le premier hiver d'ouverture d'Arc 1950. Et là, Robert Jérôme m'appelle depuis Montréal et me dit Jim, ça va être l'ouverture du village, alors c'est le fun. Alors moi je vais venir de Montréal parce que tu vas m'organiser un grand show là, on va réunir toute la gang et puis on va faire le show pour que la saison elle soit incroyable pour nos autres. Alors je m'exécute, tout le monde est là dans la salle, hein, les cuisiniers, les serveurs, les commerçants, le staff du Resort Club. On est tous là, il y a 100 personnes. C'est le début, hein. Robert Jérôme arrive en avion, rentre dans la salle, je lui dis bon ben ça va être son show quoi. Et James va vous présenter, James c'est à toi, présente ton village, présente tout ce que tu as organisé, ton équipe. Alors je présente, puis ça dure 1 heure. Puis on avait pas plus de 2 heures hein, pour bloquer les gens. Et à la fin du temps, il avait toujours pas pris la parole. Je dis mais c'est pas possible. Et en conclusion, Robert Jérôme est intervenu juste à la conclusion. Et il s'est adressé aux gens et dit, écoutez, siècle, je suis très content. Vous êtes toutes des bonnes personnes à la bonne place. Alors moi, ce que je vais vous demander, moi, j'ai rien à vous dire. Je vais vous demander un service, c'est que cet hiver, dans les rues, quand vous verrez les gens se prendre en photo, s'il vous plaît, arrêtez votre job. Et puis vous sortez dans la rue, vous leur faites une photo tous les deux. Et ça va être le plus beau moment pour eux. Et puis je vous remercie d'avance. Alors moi, je vous souhaite une bonne saison. Et il a donné envie à tout le monde d'aller plus loin. Et tout l'hiver, ça a été le jeu de tout le monde. C'est que dès que quelqu'un se prenait en photo, les gens arrêtaient leur job dans le village et allaient faire les photos des clients. Voilà, c'est pour dire, à un moment donné, la motivation, elle passe par les hommes. Et on peut être dans des projets difficiles, compliqués, mais quand on y croit et quand on fait confiance aux gens, eh ben ça fonctionne. Voilà, c'est 2 anecdotes qui sont intéressantes parce que elles veulent dire beaucoup de choses. Tu l'as dit tout à l'heure, quand on est un pionnier, ce que tu as été aussi hein, d'une certaine manière, il faut tout inventer, il faut avoir beaucoup de courage, mais parfois on se prend un peu les pieds dans le tapis finalement. Et si tu regardes ton parcours, quelle a été selon toi ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens ? Alors, je pense qu'on a été victime de notre succès, la montagne, au sens large. Quand on a le plan neige, l'objectif c'était de maintenir les jeunes au pays pour éviter les gens n'avaient pas de travail et ils quittaient les territoires de montagne. Et aujourd'hui, le succès de la montagne fait que les jeunes ne peuvent plus rester au pays. Ça va pas. C'est-à-dire qu'on a perdu l'objectif de base. Donc ça, c'est pas mon erreur, mais malheureusement, c'est le système qui veut ça. Et ça va pas. Il faut le corriger, absolument. Je pense dans les erreurs qu'on a pu faire, c'est de pas prendre assez en considération les saisonniers. Parce que c'est eux qui sont en première ligne. C'est eux qui font le job. Les clients, ils voient pas les directeurs d'office du tourisme, ils voient pas les responsables. Ils voient les saisonniers, les gens qui sont sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient compliqué avec les saisonniers parce que on n'a peut-être pas su, pas tout le monde a su le faire. Et Arc 1950, on l'avait mal fait, on l'a pas fait. Il n'y avait pas de saisonniers sur le village. Ça, c'est une grosse erreur. Et je m'en veux de pas avoir été plus revendicatif sur le sujet. Et également le fait d'avoir la dérive. Dans nos métiers, souvent, le plus dangereux, c'est la dérive. Et quand il y a des concepts originaux, petit à petit, année après année, structure après structure, on perd le fil rouge, on perd l'objectif. Et ça, il faut jamais le perdre. C'est ce que m'avait dit Guy Rémillet, architecte aux Arcs. En disant, regarde, au fil des ans,
Regarde les dérives, ça se voit pas d'une décennie sur l'autre. Mais quand tu te retournes 40 ans après, on n'est plus dans le concept. Et pareil, à 1950, on aurait dû garder la maîtrise des commerces parce que c'était un concept innovant où il n'y avait qu'un commerce par destination, c'était unique en Europe. Et puis, petit à petit, les choses sont allées comme dans toutes les stations où il y a eu le maximum de commerces les plus rentables sur les mêmes créneaux. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant il faut jamais perdre le fil rouge. Donc ça peut être des erreurs qu'on peut faire. Donc faut vraiment les écrire dans le marbre, les afficher et ne pas en déroger. Et à contrario, quels sont les moments, les temps forts, les plus épanouissants, ce que tu peux considérer comme étant un accomplissement ou des accomplissements que tu as vécu dans ce parcours? C'est l'humain, c'est le travail d'équipe, c'est ce qu'on peut faire ensemble. Moi, c'est ce qui m'a toujours marqué. Alors, il y a eu quand même beaucoup de choses tentées, et puis de temps en temps, il y a des belles réussites. Hein. Je crois qu'il faut pousser les portes. Pousser les portes, puis on se rend compte qu'à force de les pousser, elles s'ouvrent. Alors, fois, c'est plus ou moins dur à ouvrir. Moi, en 2000, j'ai le souvenir, quelque chose de fabuleux, c'est en 2010, on arrive à France-Montagne. Premier événement, on organise le flash mob à Paris. 300 moniteurs de ski en pull rouge. On monte à Paris et ce jour-là, je dis bien, il y a de la neige fraîche et naturelle à Paris. Ce jour-là. Et donc, on fait du ski sur les marches de Sacré-Cœur. C'est le premier flash mob avec 300 pulls rouges dans Paris. Enfin, c'était incroyable. Ça fait le tour du monde, ces images. Et voilà, c'était l'audace aussi, parce que quand je suis allé présenter ce projet au début à Gilles Chabert, le président des moniteurs, j'ai pas osé lui demander 300 moniteurs, j'en ai demandé 30. Et puis plus on discutait, Gilles Chabert a compris la pertinence du sujet. Il m'a dit, on va pas t'en donner 30, on va t'en donner 100. Et puis on a continué la discussion, puis à la fin, ça s'est fini avec 300 moniteurs. Et voilà, et ça c'était un sacré événement. T'as quand même eu un alignement des planètes incroyable ce jour-là. Enfin, pour que t'aies de la neige naturelle à Paris. C'est normal ça, parce que c'était le 9 décembre 2010 et le 10 c'était mon anniversaire, donc je voulais pas faire un événement à Paris pour mon anniversaire. D'accord. Enfin, quand même, admets que le facteur chance, il a été juste incroyable. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut de l'audace. Et aux jeunes qui peuvent nous écouter, il faut pousser les portes. Parce qu'à un moment donné, si on n'ose pas, de toute façon, ça se fera pas. Et quand on ose, on fait. Alors après, on peut faire des échecs, on peut faire des réussites, mais c'est quand même, super. Des fois, il y a des belles choses quoi qui se font. Après, aux Arcs, ça a été les années événements. Moi, j'étais heureux de contribuer à l'arrivée du Tour de France en 96, à la première Coupe du Monde de ski alpin des Arcs en 2001, les 3e championnats du monde de canoë-kayak à Bourg-Saint-Maurice, les premières Quick Cup, et on savait pas à l'époque, mais ça allait devenir une épreuve olympique. Mais c'était des choses hallucinantes. Donc, on proposait. Et puis, quand les gens vous font confiance, ils disaient, si tu penses que c'est bon pour la station, on y va. Mais donc, ça peut pas être seul. C'est toujours un collectif. Et ça fonctionne. Voilà, les records du monde de kilomètres lancés. Je crois que ça a été aussi une des moments où j'ai le plus peur de ma vie, où je suis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est quand, avec le directeur du club des sports, Jean-Jacques Laplace, on prépare la piste de KL pour Éric Baronne qui allait descendre en VTT. Et là, il est 7 heures du matin, la piste est gelée, il fait 2 essais, il tombe au 2e essai, et il comprend pourquoi il tombe et il demande à remonter pour pouvoir battre son record. Et là, tu dis, est-ce que le jeu envoie la chandelle? Si ça marche, c'est super médiatiquement, mais est-ce que c'est le prix à payer? Et puis Éric Baronne, c'est un vrai professionnel, c'est un cascadeur, on lui a fait confiance, et puis il a battu son record, et ça a été incroyable. Mais ça, c'est des secondes. Enfin, dans toute ma vie, c'est les secondes les plus
palpitantes et les plus dures à vivre, parce que wow, est-ce que voilà, mais bon, faut faire confiance aux gens, faut bien s'entourer, et puis il faut être humble, hein, faut écouter aussi la nature, voilà, c'est tout ça. Donc non, il y a des belles choses, mais faut en faire, faut en proposer, parce que sur le lot, il y en a qui marchent. Et justement, quand ça a été, dur, difficile, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Comment, finalement, est-ce que tu as puisé ta motivation dans les moments difficiles? Alors l'art, c'est de durer, hein. Et c'est vrai que on passe par dans ces métiers, hein, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Moi, je pense, j'aurais pas pu faire tous ces métiers si je n'avais pas fait un sport qui est le karaté. Moi, je pratique le karaté depuis que j'ai 20 ans. Et il m'a appris, je pratique toujours, hein, je suis président de mon club à Bourg-Saint-Maurice, et ça m'a appris la maîtrise de soi. Et dans ces métiers, faut toujours maîtriser, faut canaliser son énergie. Chaque rendez-vous, chaque action, chaque truc est un combat, et on n'a pas d'autre choix que de le gagner. Alors le plus pacifiquement possible, mais voilà, voilà, ce sport-là. Merci, parce que sans lui, c'était pas possible. Et puis après, moi, ce qui m'a permis de durer, de tenir le coup, c'est ma passion, parce que j'ai tellement aimé la montagne, j'aime tellement la montagne que tout ce que je peux faire pour elle, ça de gagner, qu'importe le prix à payer. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour l'avenir de la montagne, mais il faut le faire. Et après, quand on partage sur le terrain l'émotion avec les autres, les invités, les clients ou les professionnels, quand tu vois leur sourire, tu dis, ben ça, c'est ma victoire. Tant pis si ça a été dur, tant pis si on en a bavé, tant pis si ça j'oublie. J'ai serré mon poing, je l'ai mis dans la poche, mais ma satisfaction, c'est de voir le sourire des gens. Voilà. Comme en plongée sous-marine, quand tu fais faire un baptême à quelqu'un, quand tu lis dans ses yeux ce qu'il a vécu, tu es récompensé. Voilà. Donc, faut penser aux gens. Parce que la montagne, c'est un territoire qui donne beaucoup de choses, qui donne beaucoup d'inspiration, d'énergie aux gens. Et notre métier, c'est de la rendre accessible pour que ça, le plus grand nombre puisse le vivre. Waouh, c'est magnifique, Jean-Marc. Je bois tes paroles, c'est du petit lait. Non, mais c'est vrai, tu nous parles en fait, d'une vie riche, au sein de laquelle finalement la passion est une source renouvelable d'énergie sans fin, et c'est très beau, c'est très beau. Et justement, face à toutes ces expériences, est-ce que il y a eu un jour un mot, une phrase, un mantra, un conseil qu'on t'ait donné, quelque chose qui t'a marqué à vie, et voilà, et que tu peux nous partager là maintenant? Mais moi, il y a deux choses. C'est écouter les jeunes, parce que les jeunes, ils apportent des choses incroyables. Alors qu'on balaye souvent d'un revers de main en disant mais qu'est-ce qui vient de nous embêter là. Et je me souviens aux Arcs, c'était l'évolution du snowboard dans les années 4, voilà, le développement du snowboard. Et j'ai fait confiance à toutes ces équipes de snowboarders, mais qui ont fait les heures de gloire des Arcs. Et je les voyais habillés en trashmout, en nain de jardin. C'était la guerre contre les skieurs. Hein. C'était attention, hein, t'étais pas skieur et snowboarder, hein, t'étais ou l'un ou l'autre. Hein. Mais waouh, que d'images, d'émotions ils ont apporté avec le team Régis Roland après les films d'Apocalypse Now. Donc c'était une belle continuité. Et je pense que ces jeunes ils apportent beaucoup de choses. Donc il faut vraiment les écouter. Et puis après pour moi le conseil c'est 3 mots. C'est la passion, les hommes et les projets. Voilà, et quand on réunit ces 3 choses-là, ça fonctionne. Donc je pense quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire avec passion. Il faut réunir les bonnes personnes. Et il faut que le projet tienne la route. Voilà. Et puis je pense que le dernier conseil, c'est la positive attitude, hein, parce que on vend quand même moi j'ai eu
j'ai vécu dans l'industrie, c'était pas toujours glamour de vendre certains produits industriels. Quand on a la chance de travailler en montagne, on vend du rêve. Enfin, donc faut le faire avec envie, faut donner, faut transmettre cette envie. Parce que sinon, comment on sera pas crédible, voilà. Et je pense qu'il faut être authentique, faut être crédible, faut être humble, et faut être audacieux, quoi, voilà. Et ça, c'est vraiment les conseils qu'on peut donner. Et puis rester confiant, c'est-à-dire que chacun son métier. Je pense qu'il faut bien clarifier les missions de chacun. Les élus ont vraiment un rôle d'élu, de grandes décisions, le cap, les budgets, et puis les techniciens sont là pour faire le job. Et puis les directeurs sont là pour faire confiance à leurs équipes, et tout ça match si chacun vraiment reste bien dans son rôle, parce que nos stations, c'est pas une entreprise, c'est un cumul de structures, et donc on a obligation de travailler ensemble. Et France Montagne, ça a été l'exemple parfait que quand vous réunissez, vous mettez d'accord la mairie, les remontées mécaniques et les écoles de ski, quand ces trois-là sont d'accord, derrière, toutes les portes s'ouvrent. Voilà. Alors après, il y a tous les socioprofessionnels, hein, ça se limite pas à ces trois structures-là. Mais quand ces trois-là sont d'accord, donc nos rôles, c'est que faire en sorte que ces gens-là soient d'accord. Et sur des projets communs. Et voilà. Et après ça avance. Donc faut rien lâcher parce que c'est un combat de tous les jours. C'est jamais simple. Et voilà, faut regarder plus loin que l'horizon, hein. Et puis on y arrive. Quel est le conseil que tu as donné et qui te semble celui qu'il faut retenir, le conseil ultime? Le conseil ultime, il faut croire en ce qu'on fait. Il faut croire en ce qu'on fait. Si on n'est pas crédible, si on peut pas se mentir à soi-même. Donc, faut avoir des convictions, et puis après, on lâche rien. On lâche rien parce que c'est trop facile, hein. On peut vite vous décourager, on peut vite, mais non, parce que on sait que c'est ça la bonne direction. Donc voilà, faut envoyer, quoi. Faut envoyer un peu du gros. Il faut animer. Il faut donner envie aussi aux gens. Voilà, moi je trouve que donner envie, c'est incroyable. Dans nos entretiens d'embauche avec à Arc 1950 avec Intra-Ouest, la seule question c'était pas votre CV, mais c'est quoi votre passion? Hein, ben, tant mieux si les gens sont diplômés, et s'ils le sont pas, c'est pas grave, parce que des gens passionnés, mais ils vous donneront tout. Ils vous donneront tout. Et c'est ça et la montagne attire ces passionnés. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un univers, c'est jamais par hasard que vous croisez quelqu'un en montagne. Il est pas là par hasard. Et on a forcément des points communs. Et ça, il faut creuser ça. Et ça fait une vraie famille, c'est des vrais liens, quoi, qu'il y a entre les gens de la montagne. Alors, l'industrie du tourisme a clairement beaucoup évolué durant cette dernière décennie. Toi, tu étais à un poste d'observation privilégié pour le voir. Quelles sont les évolutions qui t'ont le plus marqué et que tu as dû traverser durant ta carrière? Mais alors, c'est intéressant parce on a 40 ans de vision là, sur les 100 ans de ski, hein. Allez, on a 40% là de vécu. Donc c'est pas mal. Ce qu'on a vu, bon, d'abord il a fallu créer, hein, on a parlé des pionniers. Après il a fallu développer. Et il a fallu exister. Là, je vais parler aux gens d'un monde qui existait sans Internet. Pour certaines personnes qui n'ont jamais connu ça. Faut quand même se comprendre que avant 2000, on allait chercher les clients, mais physiquement. Internet n'existait pas. Notre première réservation aux Arcs, on l'a faite en 2000 sur Internet avec un couple d'Australiens. Waouh, on leur a payé le champagne quand ils sont arrivés. On n'imaginait pas ce que ça allait devenir. Donc, il a fallu exister. Et les stations, pour exister, ça a été la course au superlatif.
Il y a eu deux groupes de stations. Il y a eu les grandes, les plus de 100 km de piste, et les autres. Et comme Internet n'existait pas, les agents de voyage, les journalistes, les tour opérateurs, eh ben ils s'embêtaient pas. Hein. Ils mettaient en avant les plus grands, les plus gros, les plus forts. Donc c'était toujours la course au superlatif. Et ça a été compliqué parce que il y avait les gros devant et puis tout le monde derrière qui ramait. Et pourtant, c'est bien par les petites et moyennes stations que le ski démarre, que le ski se développe. Et sans les petites et moyennes, les grandes ne fonctionnent pas. Voilà, et réciproquement. Donc ça a été compliqué, mais bon, on a vu des stations très créatives, on a vu des développements importants, mais cette course au superlatif, bon, c'était une époque. Quand on rentrait d'une semaine de ski, il fallait annoncer au bureau combien de kilomètres de piste on avait fait, combien de dénivelé on avait fait, il fallait être le plus bronzé possible. Enfin, c'était bon, c'était comme ça. On l'a vécu. Et puis après sont arrivées les années un peu avec un peu des craintes, tiens, des changements climatiques, des phénomènes météo, moins de certitude, et puis un monde qui allait changer en disant bon, c'est bien, toujours plus, mais finalement, c'est peut-être une quête de sens qu'on va venir chercher à la montagne. Et là, parallèlement à l'arrivée d'Internet, tout le monde a eu sa chance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Internet est arrivé, la plus petite station de France avait toutes ses chances parce que c'était ce qu'elle proposait, c'était son contenu qui allait faire la différence. C'était pas son nombre de pistes, son nombre d'appartements, son nombre d'hôtels. Et là, les choses ont commencé à changer. Donc la créativité a été démultipliée parce que si vous étiez créatif, vous pouvez avoir des produits médiatiques forts qui pouvaient intéresser la presse, même si vous étiez tout petit, c'est pas grave. On allait parler de vous. Les grands restent les grands avec des moyens incroyables pour faire des grands événements, une force de frappe, et ça a été les locomotives, et tant mieux. Et malheureusement, ces incertitudes climatiques, elles ont plus impacté les petites et moyennes stations, en tout cas de basse et moyenne altitude, que les grandes. Il y a eu un peu deux mondes. Ceux qui savaient pas de quoi la saison allait être faite et sera faite la saison prochaine, et puis les grandes qui les saisons elles se font toujours. Et du coup ça a un peu accéléré la diversification dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais elle a commencé il y a 30 ans, hein, dans les années sans neige, quand on a créé PAM, les professionnels associés de la montagne. Les premiers spots publicitaires sur le son de Barry White, on ne voyait pas que du ski, hein. C'était énormément d'activités à la neige, à la montagne. C'était la montagne. Et le slogan, c'était pas le ski. C'était la montagne, ça vous gagne il y a 30 ans. Donc c'était de dire au grand public, OK, il y a peut-être des problèmes de neige, mais c'est pas grave. Parce que la montagne, elle est là et elle sera toujours là. Et les montagnards seront toujours fiers et heureux de vous accueillir. Et voilà. Et ça fait, et ça dure aujourd'hui avec France Montagne et toutes les campagnes qu'on a pu faire. Donc l'évolution aujourd'hui, on voit que le monde a changé. Il y a eu les années Covid, la quête de sens, elle est réelle, et je pense que la montagne a une vraie carte à jouer pour la société. C'est-à-dire que je pense que c'est encore un des derniers îlots de naturalité, où on est en relation avec le naturel, et les valeurs de la montagne aujourd'hui prennent toute leur sens. C'est-à-dire bien sûr le respect de la nature, l'entraide, l'écoute, la solidarité, le dépassement de soi, et ça va être de plus en plus important. Donc, je pense que la montagne aujourd'hui, elle évolue très clairement vers l'outdoor. Il le faut, parce que notre situation géographique fait qu'on a la chance d'avoir de la pente. Qui dit pente dit descendre, plutôt l'hiver, la neige le facilite. Monter, on l'imagine
la montée l'été, mais les remontées mécaniques sont aussi là pour faciliter la montée, les vélos assistance électrique. Et finalement, cette montagne aménagée n'est qu'un temps de base pour faire découvrir la montagne. Il faut pas opposer les gens qui veulent une montagne nature aux gens qui aménagent la montagne, parce que la montagne aménagée, c'est 4% du territoire de la montagne. Mais s'il n'y a pas ça, qui va venir en montagne, à part ceux qui la connaissent, à part les pratiquants? Et notre rôle, je pense, c'est de faire découvrir cet environnement. Donc, il va falloir éviter le tout business. C'est ça le danger. Parce que sur les stations d'altitude, vu l'incertitude de l'enneigement, il y a de plus en plus de monde qui viennent. Et finalement, les stations de basse et moyenne altitude s'organisent là en ce moment très vite sur énormément d'activités, de diversification. Et aujourd'hui, sur les stations d'altitude, finalement, c'est presque comme ça marche bien, et ça marchera bien puisque la neige restera en altitude, et malheureusement, il y aura peut-être plus de précipitations en bas. Ça va pas inciter les stations d'altitude à se développer aussi vite dans la diversification montagne que les petites et moyennes stations. Voilà. Donc c'est là le danger que je peux voir. Et c'est pour ça que l'outdoor me paraît vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire, faut au lieu de parler de saison, parlons de montagne. Si vous aimez le ski, venez en hiver. Mais si vous aimez les fleurs, c'est maintenant qu'il faut venir, c'est au mois de juin. Si vous aimez les couleurs, c'est à l'automne. Si vous aimez les activités, c'est en été. Voilà. Et je pense qu'il faut surtout arrêter de cloisonner la montagne par des saisons. Je pense qu'il faut la rendre vivante. Il faut s'intéresser aux populations locales qui permettent que cette montagne soit vivante. Les villages de montagne sont beaucoup plus attractifs que les stations d'altitude, hors saison, évidemment. Mais il faut rendre ces stations vivantes, cette montagne vivante, pour que la culture montagne puisse durer et s'installer. Et toi, alors, qu'est-ce que tu vas faire les 10 prochaines années? Déjà, m'occuper de ma santé. Parce que on donne beaucoup dans ces années passion. Et puis, c'est vrai qu'on s'oublie un petit peu. Donc, c'est vrai que là, je pratique beaucoup la montagne. Je fais beaucoup de sport et ça fait du bien. Et puis, j'observe. C'est vrai que fort de cette expérience, on est sur un poste d'observation assez pertinent. Et on n'a pas le même regard, parce que quand on est la tête dans le guidon, on est forcément partisan. Et là, je suis juste partisan de ma planète, et j'ai envie que cette planète, elle évolue dans le bon sens. Donc c'est très intéressant de voir. Alors je discute beaucoup avec les socioprofessionnels. J'habite aux Arcs. On a un chalet d'alpage à la Rosière, donc je suis beaucoup sur le terrain. Et je partage beaucoup avec les gens. Voilà, je leur donne très modestement mon avis. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, mais voilà, je pense que l'avenir de nos communes est pas simple. Les décisions que les élus ont à prendre, elles sont pas simples non plus. On est confronté à beaucoup de problématiques. Alors environnementales, météorologiques, de comportement, d'évolution de la clientèle, et je pense qu'il faut qu'on continue à tenir notre promesse. Et ça, tenir la promesse, c'est pas gagné. Donc voilà, moi, si je peux aider aujourd'hui, si je peux pousser dans ce sens-là, je pense qu'on n'écoute pas assez le client. Quand on fait nos bilans de fin de saison, on parle que de chiffres quantitatifs, mais ça n'a de sens que si en face on a des chiffres qualitatifs. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le rapport satisfaction clientèle et fréquentation. Est-ce qu'il est en augmentation? Alors tant mieux si l'activité augmente, mais tenons notre promesse. Attention, on voit que des sites certains sites dans le monde entier ont atteint des limites. On est dans du surtourisme par endroit.
Et alors qu'on est ouvert, on pourrait ouvrir toute l'année, il faut pousser les murs, il faut étaler les saisons, il faut inciter. Donc voilà. Donc l'avenir de nos communes m'intéresse. Voilà. Donc moi je m'impliquerai de près ou de loin, on verra. Mais je suis impliqué dans l'avenir de nos stations, de ma station, de mes stations. Et puis j'ai envie que mes petits enfants, j'en ai 5, ils sont tous skieurs, qu'ils puissent vivre ce qu'on a vécu. Et c'est pas simple, hein, parce que malheureusement la montagne change vite, les métiers changent dû au réchauffement climatique. Et pourtant, waouh, quel bonheur. Moi je l'ai pas vu passer ces 42 ans parce que j'avais pas envie de travailler. Donc j'ai fait 42 ans j'ai vécu de ma passion. Tant mieux. Mais il faut que ça continue. Il faut que ça continue et il faut se battre et il faut oublier les égos, faut oublier les intérêts personnels, faut se battre pour le collectif. Voilà, et le collectif peut agir là où l'individuel ne peut pas. Voilà. Ça, c'est l'école du rugby qui m'a appris ça. Hein. Quand ça passe pas avec les ailiers, on met le paquet d'avant et puis ça performe et on va mettre l'essai. Donc voilà. Donc l'avenir, il faut s'y intéresser, faut s'impliquer, faut transmettre. Voilà. Et pareil, comme ont fait mes collègues, il faut dire ce qui n'a pas marché. Il faut dire ce qui marche pour gagner du temps et pas en perdre parce que aujourd'hui les années qu'on vit, elles comptent avec l'évolution climatique, ça va trop vite, ça va très vite, donc on n'a pas le droit de se tromper. Jean-Marc, est-ce que tu aurais un livre, un film ou un documentaire à recommander à nos auditeurs? Parce que tu parles de transmission, alors qu'est-ce que tu pourrais transmettre au-delà de ce riche épisode de podcast? J'ai un livre à recommander, mais attention, c'est un livre dangereux. Alors, c'est Kilomètre Zéro. Alors, vous le connaissez peut-être. Alors, c'est un livre de bienveillance, comme il y en a plein, mais celui-là, il est romancé. Et ça se passe au Népal, sur la route des Annapurna. Et ce livre-là, quand on le lit, quand on l'écoute, il peut changer le cours de votre vie. Voilà. Moi, il a changé le mien. J'ai pris des grandes décisions en lisant ce livre. Voilà. Donc, avis au lecteur. Et puis, je rajouterai une série télé qu'il faut absolument voir. Ça s'appelle Miroir 2000. Ça a été créé, c'était une série en noir et blanc qui passait à la télévision française, à l'ORTF. Et ça expliquait la création des stations. Et en fait, ça a été tourné au miroir. Et c'est un peu la création d'Arc 2000, des arcs, Val Thorens, les conflits entre les anciens qui veulent pas ce développement-là, les nouveaux, les jeunes qui veulent rester au pays, ceux qui veulent faire le moniteur. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis un film culte parce pour moi, il est culte et il se regarde et il montre que la passion, elle peut animer une vie. Des fois trop, c'est le Grand Bleu. Le Grand Bleu parce qu'il se rapporte à toutes les générations, il y a tous les sports, à tous les milieux, et il montre que quand on est passionné par quelque chose, on s'arrête jamais, quoi. Voilà. Et moi, le Grand Bleu, j'ai vu le Grand Bleu comme tout le monde. Maintenant, je suis moniteur de plongée et je suis ravi d'encadrer des gens et de faire partager cette passion. Mais c'est plus ce fil rouge de la passion qui anime et voilà, et qui nous fait que nos vies sont bien remplies au service de quelque chose. Alors, pour nos auditeurs, le Grand Bleu, évidemment, de Luc Besson sur une musique exceptionnelle d'Éric Serra. Et puis, Kilomètre Zéro est de Maud Ankaoua, je ne sais pas si je le prononce correctement. Et quand même, pour la petite histoire, le sous-titre, donc c'est Kilomètre Zéro, mais c'est Le chemin du bonheur. Donc, vaste programme. Merci beaucoup, Jean-Marc Silva, pionnier de la montagne française, d'avoir été notre invité. Voici les points clés à retenir de cet épisode. Alors, comme c'est un pionnier, il y en a beaucoup.
Le premier, c'est que être directeur d'office de tourisme, eh bien, c'est être l'homme de la station, pas l'homme du maire. Et cette posture, eh bien, elle change complètement la manière d'exercer ce beau métier. Le deuxième point, c'est que ce sont les saisonniers, les personnes qui travaillent sur le terrain tous les jours, qui font le job au quotidien en montagne. Et il nous faut davantage les prendre en considération, mieux les intégrer pour qu'ils soient bien impliqués dans la vie locale. Le troisième point, eh bien, c'est que le courage croît en osant et la peur en hésitant. Il faut de l'audace pour pousser les portes. Et quand on ose, d'une manière ou d'une autre, on finit toujours par y arriver. Le quatrième point, c'est que l'art et le succès, eh bien, c'est de durer. Et les 7 clés du succès de Jean-Marc Silva, eh bien, dans un premier temps, c'est de pas se mentir à soi-même. C'est de croire en ce qu'on fait et d'avoir des convictions pour donner envie aux autres d'agir, de se mettre en mouvement. La deuxième clé, c'est de laisser son ego de côté, parce que notre ego, finalement, c'est notre seul véritable ennemi. La troisième clé, c'est de canaliser son énergie en ayant une activité physique. Pour Jean-Marc, c'était ou c'est le karaté. La quatrième clé, c'est d'écouter les jeunes et leurs idées qui font parfois un peu poil à gratter. Et évidemment, la cinquième clé, c'est d'écouter les clients et tenir les promesses qu'on leur fait. L'avant-dernière clé, c'est d'avoir confiance dans les autres parce que chacun connaît son métier. Et la dernière, c'est surtout d'avoir une passion pour ce qu'on fait qui est chevillé au corps. Le cinquième point clé, c'est que la montagne est vivante. Il ne faut pas opposer la montagne aménagée avec la montagne à l'état naturel. Elles sont complémentaires et la première permet de démocratiser la montagne à ceux qui n'y vivent pas au quotidien et qui ne peuvent pas en profiter aussi régulièrement qu'ils le voudraient. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivés au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.